got the dog. Ghostbusters, le film qui a profondément marqué la culture populaire des années 1980, n'est pas seulement une œuvre de divertissement, mais aussi le symbole d'une époque entière. L'histoire tourne autour de trois scientifiques quelque peu malchanceux, Peter Venkman Restance et Egon Spengler, auquel vient s'ajouter la recrue Winston Zeddemore, des marginaux qui deviennent soudain une équipe de chasseurs de fantômes professionnels en plein cœur de New York. Ils doivent affronter Gozer, une divinité destructrice venue d'un autre plan d'existence, ainsi que Walter Peck, un fonctionnaire rigide de l'EPA qui cherche sans cesse à les étouffer. D'un métier méprisé, ils se transforment de manière inattendue en héros modestes transmettant un message puissant. N'importe qui, même ceux que la société ignore ou sous-estime, peut se lever et sauver le monde. C'est précisément cet esprit-là qui a permis à Ghostbusters de perdurer, transformant le fandom du film en un phénomène intergénérationnel. Pourtant, derrière les éclats de rire et derrière la mélodie immortelle « Who You Gonna Call ?», se cache un tournage rempli de dangers et de chaos, des explosions incontrôlées des acteurs s'évanouissant dans leurs costumes de monstres, des batailles juridiques tonitruantes, et même l'obsession autour d'un esprit bien réel. Voici les 20 vérités les plus choquantes et incroyables sur Ghostbusters 1984. Des secrets de tournage qui ont failli empêcher ce classique du cinéma de voir le jour. 1. Une idée née de la véritable passion de Dan Aykroyd pour les fantômes. Ghostbusters n'est absolument pas né par hasard. Il provient de la passion ardente de Dan Aykroyd pour le monde surnaturel. Dès son enfance, il a été fasciné par l'univers de l'occulte, lisant des piles de livres sur les phénomènes paranormaux et croyant fermement qu'ailleurs les esprits existent réellement. Plus étonnant encore, le grand-père d'Aykroyd avait inventé un dispositif radio destiné à communiquer avec l'au-delà, plantant dans son esprit l'idée que les humains pouvaient tout à fait capter les signaux du monde des morts. C'est ce terreau étrange qui donnera naissance à Ghostbusters. Au début des années 1980, Aykroyd et John Belushi se réunissent pour esquisser les premières lignes d'une histoire sur une équipe moderne de chasseurs de fantômes. Après la mort soudaine de Belushi, Harold Ramis entre en scène et retravaille le scénario avec Aykroyd pour en faire un récit à la fois drôle et inquiétant. Un détail fascinant, la scène où les Ghostbusters sont envoyés en prison a été filmée dans un ancien établissement pénitentiaire qu'Aykroyd croyait réellement hanter, ce qui donnait au plateau une atmosphère étrangement glaciale. La foi d'Aykroyd pour le surnaturel s'infiltre jusque dans les dialogues du film. Egon Spengler met en garde « Ne croisez jamais les flux de protons comme un interdit mystique ». Winston s'exclame « J'ai vu des choses qui vous feraient trop lui perdre la foi en Dieu ». Une phrase qui résonne comme un écho direct des obsessions paranormales d'Aykroyd. Peter Venkman, avec son ton à moitié sérieux et à moitié moqueur, renforce cette sensation que la frontière entre la plaisanterie et le cauchemar est terriblement fragile. L'actrice Beverly D'Angelo a même raconté qu'elle vivait dans une maison où Aykroyd avait autrefois résidé et qu'elle croyait hantée par l'esprit de la chanteuse Cass Elliot. Ce genre d'expérience paranormale est devenu un carburant invisible qui a poussé Aykroyd à transformer Ghostbusters en une comédie horrifique empreinte d'une forte dimension spirituelle. De cette croyance profonde, Aykroyd écrit un premier brouillon si démesuré qu'il aurait pu engloutir tout Hollywood. 2. Le scénario original de Ghostbusters était un blockbuster intergalactique de 300 millions de dollars totalement inédit. Au début, Ghostbusters n'était absolument pas envisagé comme une comédie surnaturelle se déroulant à New York, telle que le public la connaît aujourd'hui. Dan Aykroyd, issu d'une famille obsédée par l'occulte et les sciences parapsychologiques, laisse son imagination parcourir l'univers tout entier. Dans le premier brouillon, les Ghostbusters formaient une force interplanétaire voyageant à travers différentes dimensions, utilisant une technologie futuriste pour combattre des armées de spectres envahissant de multiples planètes. Les décors changeaient de monde en monde,
Les portails dimensionnels s'ouvraient sans cesse et chaque scène exigeait des effets spéciaux bien au-delà des capacités techniques du cinéma de l'époque. Le coût estimé pour réaliser ce projet visionnaire, plus de 300 millions de dollars en 1983, une somme folle, bien supérieure à celle des plus grands blockbusters d'alors. Les studios, en découvrant le script, n'ont eu d'autre choix que de secouer la tête, ce serait une catastrophe financière, un rêve impossible à filmer. Ghostbusters semblait condamné dès sa conception jusqu'à l'intervention d'Harold Ramis. Ramis intervient et, avec Aykroyd, supprime presque tous les éléments extravagants, ramenant l'histoire à la réalité new-yorkaise. Les héros ne sont plus une armée intergalactique, mais une équipe modeste de scientifiques ratés, devenant chasseurs de fantômes en ville. Cette décision sauve le projet, mais ouvre un pari encore plus risqué. Le destin du film repose désormais sur un homme qui ne respecte presque jamais un contrat. 3. Bill Murray a rejoint le film avec un simple hochement de tête sans signer le moindre papier. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Bill Murray est entré dans la production de Ghostbusters sans avoir signé le moindre contrat. Columbia Pictures, le réalisateur Ivan Reitman et toute l'équipe connaissaient parfaitement le caractère imprévisible de Murray, mais ils ont tout de même osé miser sur lui. La seule chose qu'il a donnée était une promesse orale, il participerait au film si le studio finançait son projet personnel The Razor's Edge. Puis après avoir prononcé ces mots, Murray disparaît, il part en France, laissant l'équipe entière dans une angoisse grandissante. À mesure que le tournage approchait, personne ne savait s'il reviendrait. Il n'y avait aucun engagement légal, aucun document, seulement une confiance fragile envers une star célèbre pour son attitude indisciplinée. Columbia était en panique, Reitman ne dormait plus, et tous savaient que si Murray ne se présentait pas, le projet s'effondrerait comme un château de cartes. Pourtant, le matin du premier jour de tournage, Murray arrive totalement calme, comme si rien n'avait jamais été en jeu. Sans se reposer sur un script strict, il improvise la majorité de ses répliques, transformant Peter Venkman en une icône sarcastique, drôle, charismatique et insufflant une énergie unique au film. Ghostbusters prend réellement forme à cet instant précis grâce à un pari fou que personne n'aurait osé faire. Mais pendant que Murray offrait son âme au film, un autre cauchemar était déjà en train d'éclore à l'intérieur d'un gigantesque costume de monstre quelque part en dehors du plateau. 4. L'acteur dans le costume de Stay Puft s'est évanoui à cause de la chaleur étouffante. À l'écran, le Stay Puft Marshmallow Man apparaît comme un géant blanc immaculé, à la fois drôle, naïf et presque attachant. Mais pour créer cette silhouette monumentale, les cascadeurs devaient enfiler d'énormes costumes en mousse et en caoutchouc, lourds, épais et totalement hermétiques. Sous les projecteurs qui brûlaient comme un brasier l'intérieur du costume, se transformaient en véritable fournaise. La chaleur ne s'échappait pas, la sueur ruisselait sans répit, la respiration devenait haletante et l'espace étroit comprimait la poitrine à chaque battement de cœur. Certains tentaient tâter de tenir bon, mais d'autres s'effondraient en plein milieu du tournage. Évanouis dans l'obscurité prisonnier d'une carcasse étouffante, saturée de chaleur et d'odeur, ils restaient coincés dans ce cauchemar de caoutchouc. L'équipe paniquait, interrompait tout, se précipitait pour arracher les acteurs à cette épreuve qui aurait pu, en un instant de retard, tourner au drame mortel. Stay Puft a provoqué des rires sur grand écran, mais derrière chaque sourire se cachait un prix lourd, l'effort physique, la douleur et même le risque de perdre la vie. Et alors que l'équipe n'avait pas encore repris son souffle après cet incident terrifiant, une nouvelle tempête s'est abattue sur eux, une tempête juridique cette fois qui allait plonger toute la production dans un tourbillon assourdissant. 5. La chanson thème a entraîné l'équipe du film dans un procès retentissant. En 1984, seulement quelques jours avant la sortie du film, Ray Parker Jr. reçoit une mission presque impossible, composer un thème musical à la fois accrocheur et étroitement lié au nom Ghostbusters. Sous une pression immense, il puise son inspiration dans une publicité télévisée
pour un service d'extermination d'insectes, et dans une course contre la montre, née « Who You Gonna Call ». La mélodie explose, aussitôt grimpe en tête des classements et devient l'un des hymnes musicaux les plus emblématiques de la décennie. Mais ce succès fulgurant apporte aussi des ennuis. Le groupe Huey Lewis and the News accuse la chanson de ressembler de manière suspecte à leur tube « I Want a New Drug ». L'affaire dégénère rapidement en un procès qui oblige Parker Jr. et le studio à comparaître devant la justice. Bien qu'un accord soit finalement trouvé, le conflit perdure durant des années et la tension ressurgit, même lorsque Huey Lewis dévoile le montant de l'indemnisation. La chanson a sauvé Ghostbusters, l'a transformée en phénomène culturel, mais elle a aussi entraîné l'équipe entière dans un interminable maelstrom de litiges. Et alors que ces disputes musicales n'étaient pas encore apaisées, un autre symbole du film allait à son tour être menacé d'effacement. 6. Le logo No Ghost a failli être interdit à cause d'une accusation de plagiat sur Casper. Il se peut que vous ne vous souveniez plus de toutes les scènes du film, mais vous connaissez certainement le logo No Ghost. Ce petit fantôme blanc rondouillard barré d'un cercle rouge, une image qui a largement dépassé le cadre du cinéma pour devenir un morceau de culture populaire. Pourtant, au moment même où la fièvre Ghostbusters explosait, ce logo a failli disparaître à cause d'un procès choquant. Harvey Comics, l'éditeur lié au célèbre Casper, affirme que le logo ressemblait trop au personnage Fatso, l'un des 3 oncles fantômes, emblématiques de leur franchise. Fatso possédait en effet un corps rond, des bras courts et une expression cartoon imbécile, ce qui rendait l'accusation loin d'être absurde. Si Harvey Comics avait gagné Columbia Pictures, aurait perdu tous ses droits sur les affiches, les produits dérivés et même sa campagne promotionnelle mondiale. Ghostbusters aurait alors été amputé de sa plus puissante arme marketing. Les avocats se sont lancés dans une bataille juridique tendue, passant au crible chaque croquis, chaque trait du logo, afin de prouver qu'il s'agissait d'une création originale. Heureusement, l'affaire finit par être abandonnée et ne devint jamais un précédent juridique massif. Le logo n'a pas seulement survécu, il a surpassé Casper et s'est imposé comme l'un des symboles les plus immortels de l'histoire du cinéma. Et tandis que le No Ghost sauvait l'âme de la marque, un incident encore plus étrange allait provoquer de nouveaux remous dans les coulisses du film. 7. John Candy voulait transformer le personnage en un excentrique parlant allemand accompagné de 2 chiens policiers. Louis Tully, le voisin maladroit naïf mais irrésistiblement attachant, n'était à l'origine pas du tout destiné à Rick Moranis. Columbia avait d'abord pensé à John Candy, l'une des plus grandes étoiles de la comédie à l'époque. Candy accepta d'étudier le rôle, mais au lieu de suivre le personnage tel qu'il avait été écrit, il proposa une série d'idées si étranges que toute l'équipe en resta bouche bée. Dans la version imaginée par Candy, Louis n'était plus un simple comptable maladroit, mais un excentrique parlant, avec un fort accent allemand qui se déplaçait partout avec 2 immenses chiens de berger. Il souhaitait même réécrire certaines scènes pour que les chiens aient davantage de temps à l'écran, interagissent avec les fantômes et participent au combat. L'idée était tellement farfelue qu'elle dépassait même l'imagination d'Aykroyd et de Reitman. Ils durent refuser catégoriquement, et Candy abandonna le rôle. Le personnage revint alors à Rick Moranis, qui transforma Louis en un personnage culte grâce à son talent d'improvisation et à son charme naturel. Une fois encore, un changement de casting inattendu avait sauvé le film d'une étrangeté incontrôlable. Mais tout le monde n'eut pas la même chance que Moranis, car un autre acteur allait vivre un choc amer dès son arrivée sur le plateau. 8. Le rôle de Winston Zeddemore a été brutalement réduit juste avant le premier jour de tournage. Dans les premiers brouillons du scénario, Winston Zeddemore était écrit comme un pilier au même niveau que Venkman Ray et Egon. Il apparaissait dès le début, avait un passé militaire détaillé et apportait une perspective réaliste sur la chasse aux fantômes du point de vue d'un homme ordinaire. Lorsqu'Ernie Hudson décrocha le rôle, il était fou de joie, il croyait tenir l'opportunité capable de transformer sa carrière.
Mais lorsque la version finale du scénario fut distribuée la veille du tournage, tout s'effondra. Winston voyait la majeure partie de ces scènes supprimées, n'apparaissait qu'à la moitié du film et plusieurs de ses répliques clés avaient été transférées à Bill Murray pour renforcer le statut central de Peter Venkman. Hudson fut bouleversé, profondément choqué, mais dut rester professionnel et endosser un rôle bien plus effacé que celui qu'il avait été promis. Ghostbusters devint un phénomène mondial, mais pour Hudson, le souvenir du film reste marqué par une cicatrice douloureuse. Et alors que cette déception n'avait pas encore eu le temps de s'apaiser, un nouveau choc venu des coulisses faillit enterrer le projet dès sa naissance. 9. Coca-Cola a failli exécuter Ghostbusters juste après avoir racheté Columbia. Au début des années 1980, Columbia Pictures accepte d'investir 30 millions de dollars dans un film comique sur des chasseurs de fantômes. Mais le destin intervient au moment même où le projet démarre, le groupe Coca-Cola rachète Columbia. Les nouveaux dirigeants venant d'un empire de boissons gazeuses ne croyaient absolument pas à un pari aussi étrange. À leurs yeux, Ghostbusters n'était qu'une plaisanterie coûteuse, sans aucune garantie de profit, et l'idée d'annuler purement et simplement le film fut immédiatement mise sur la table. Ivan Reitman et Dan Aykroyd se retrouvèrent en première ligne. Ils plaidèrent, supplièrent, défendirent le projet avec acharnement, tentant de convaincre que Ghostbusters avait le potentiel de devenir un véritable phénomène. Le combat interne dura plusieurs semaines et chaque jour, l'équipe vivait dans la peur d'être étouffée, avant même de tourner une seule scène. Finalement, grâce à la détermination inflexible de Reitman, le projet fut sauvé. Mais la tempête Coca-Cola laissa une cicatrice indélébile dans la mémoire de tous ceux qui avaient vécu cette période. Sorti indemne des griffes du géant mondial, Ghostbusters trouva alors une chance inespérée grâce à une stratégie marketing révolutionnaire et ce pari allait bientôt se transformer en un raz-de-marée national. 10. Le numéro hotline 1-800 du trailer est devenu une véritable frénésie téléphonique à travers les États-Unis. En 1984, la bande-annonce de Ghostbusters, diffusée à la télévision, comportait un détail qui stupéfia le public. Un numéro 1-800 apparaissait clairement accompagné du message « Appelez-nous si des fantômes vous dérangent ». Les spectateurs pensaient qu'il ne s'agissait que d'un gag de cinéma, mais la réalité était tout autre, le numéro existait réellement. En appelant les fans, entendait la voix de Bill Murray et de Dan Aykroyd dans la peau de Venkman et de Stantz, expliquant qu'ils étaient occupés à capturer des fantômes. Le phénomène se propagea à travers tout le pays. La ligne recevait plus de 1000 appels par heure, saturant constamment le standard. À une époque sans Internet et sans réseaux sociaux, Ghostbusters venait d'inventer par accident l'une des premières campagnes marketing virales de l'histoire, propulsant le film au centre de toutes les conversations. D'un simple coup de téléphone ludique, Ghostbusters entra directement dans la culture populaire. Mais cette euphorie faillit être brisée, car même la scène d'ouverture avait autrefois été menacée de suppression. 11. La scène du fantôme de la bibliothèque a failli être coupée car jugée trop effrayante. L'une des scènes les plus mythiques de Ghostbusters est celle de la bibliothécaire fantôme dans la bibliothèque publique de New York, une ouverture qui fait hurler la salle avant de la faire éclater de rire. Mais peu de gens savent que cette séquence a failli être tranchée par la direction de Columbia. Les cadres craignaient qu'elle soit trop terrifiante et que les familles quittent le cinéma dès les premières minutes, ruinant l'objectif de faire de Ghostbusters une comédie grand public. Ivan Reitman refusa catégoriquement. Il savait que le film avait besoin d'un choc initial, d'abord une vraie peur, puis une décharge de rire immédiate. Les projections test lui donnèrent des raisons. Lorsque la bibliothécaire se transforme, le public hurla de frayeur, puis explosa de rire en voyant les Ghostbusters détalés dans un chaos total. C'était là la formule magique, un mélange de terreur et d'humour de tension, suivi d'un soulagement comique, et Ghostbusters devint une légende dès cet instant précis.
La scène fut conservée, mais l'inquiétude dans les coulisses n'était pas terminée, même le fantôme le plus mignon du film allait bientôt devenir un véritable cauchemar pour toute l'équipe. 12. Slimer a coûté plus de 300 000 $ et empestait tellement qu'on l'a surnommé Onion Head. Slimer, le fantôme vert glouton idiot et malicieux, semble à l'écran n'être qu'un gag visuel, mais sa création fut une véritable épreuve technique et olfactive. Pour donner vie à Slimer, la production dépensa plus de 300 000 $, une somme colossale en 1984, afin de fabriquer un animatronique extrêmement sophistiqué. À l'intérieur se trouvait un réseau complexe de cerveaux moteurs manipulés simultanément par plusieurs techniciens pour animer chaque mimique, chaque tremblement, chaque geste maladroit. Le pire n'était pourtant pas la machinerie, mais la couche de slime qui recouvrait la créature. Composée de produits alimentaires mélangés à des substances chimiques, elle pourrissait rapidement sous la chaleur intense des projecteurs. Une odeur pestilentielle envahissait le plateau si insupportable que l'équipe finit par surnommer Slimer Onion Head, la tête d'oignon. Bill Murray déclara un jour mi-désespéré, mi-dégoûté qu'être aspergé de slime revenait à tomber dans une poubelle remplie de sushis pourris. À l'écran, Slimer devint une source inépuisable de rire. Mais dans les coulisses, il n'était rien d'autre qu'une tortue mécanique puante qui martyrisait l'équipe. Et alors que tout le monde tentait d'oublier l'odeur insupportable, un choc encore plus inattendu frappa le plateau en plein milieu des rues de New York. 13. Isaac Asimov furieux a fait irruption sur le plateau en plein chaos à New York, alors que Ghostbusters, tourné à 55 Central Park West, tout le centre de New York, sombrait dans une pagaille indescriptible. Les rues étaient bloquées, la circulation paralysée jusqu'à Columbus Circle. Les klaxons hurlaient, les habitants pestaient, et au milieu de ce mécontentement général surgit un visage que personne n'aurait imaginé, le légendaire écrivain de science-fiction Isaac Asimov. Asimov vivait à proximité, mais ce jour-là, il n'était plus le voisin aimable que tout le monde connaissait. Il pénétra sur le plateau dans un accès de colère et réprimanda violemment l'équipe pour avoir transformé le quartier en véritable champ de bataille urbain. L'atmosphère devint tendue à couper au couteau. Dan Aykroyd, fan absolu d'Asimov, se précipita vers lui, s'excusa sans cesse et le couvrit d'éloges pour tenter d'apaiser la situation. Grâce à cela, la tempête s'adoucit progressivement. Ghostbusters avait littéralement fait trembler New York, aussi bien dans le film qu'en dehors. Et à peine les rues retrouvaient-elles un semblant de calme qu'une autre scène étrange allait marquer le public pendant des décennies. 14. Le subplot du fantôme féminin qui enlève le pantalon de Ray a été supprimé, ne laissant qu'une scène choquante. Dans le scénario original, Ray Stantz et Winston Zeddemore vivaient une petite aventure parallèle dans un vieux fort hanté. Là, Ray rencontrait un fantôme féminin et dans une scène insolite, celle-ci apparaissait pour l'aider à enlever son pantalon. Tout ce subplot avait été tourné avec décor costume et dialogue complet. Mais lors du montage, l'intégralité de la séquence fut balayée. Ce qui reste aujourd'hui n'est qu'un fragment fugace, Ray, allongé sur un lit, les yeux roulants de plaisir, tandis qu'une silhouette spectrale flotte au-dessus de lui. Pas d'explication, pas de contexte, juste une apparition énigmatique qui a dérouté des millions de spectateurs. Cette scène est devenue l'un des mystères les plus commentés de Ghostbusters. S'agissait-il d'un rêve, d'une blague visuelle ou d'une véritable aventure romantique, fantomatique? Le passage coupé est devenu une légende de coulisses, laissant un vide curieux dans un film pourtant considéré comme parfaitement calibré. Et alors que cette scène étrange alimentait encore les débats, la production de Ghostbusters entrait dans une course folle contre la montre. 15. Boss Films a été créé en 10 mois seulement pour sauver Ghostbusters. Au début des années 1980, un seul nom régnait sur les effets spéciaux, Industrial Light and Magic, ILM. Mais lorsque Ghostbusters fit appel à eux, ILM était déjà submergé par Return of the Jedi et Indiana Jones.
Le risque était clair, Ghostbusters pourrait se retrouver sans effets spéciaux et donc impossible à finaliser. Dans une urgence d'absolu, Richard Edlund, un ancien membre d'ILM, prit une décision radicale, créer un tout nouveau studio à partir de rien uniquement pour sauver Ghostbusters. Boss Films naquit à une vitesse record, rassemblant une équipe d'artistes, de techniciens et de créateurs qui travaillèrent d'arrache-pied pendant 10 mois. Ils produisirent près de 200 plans à effets spéciaux, rayons à protons fantômes de la bibliothèque chien démoniaque Slime. Tout fut inventé de zéro, testé, corrigé et finalisé dans un délai extrêmement serré. Plusieurs séquences furent livrées seulement quelques jours avant la première du film. Ce pari insensé fut un triomphe. Boss Films ne sauva pas seulement Ghostbusters, mais devint l'un des studios d'effets spéciaux les plus influents des années 80, ouvrant la voie à des films cultes comme Die Hard et Batman Returns. Pourtant, même après avoir résolu la crise des effets spéciaux, une improvisation inattendue allait élever Ghostbusters au rang de mythe. 16. Rick Moranis a improvisé un monologue entier qui a stupéfié tout le monde. Dans le scénario, Louis Tully n'était qu'un personnage secondaire, le voisin maladroit, un peu idiot, souvent gêné. Mais Rick Moranis transforma ce rôle modeste en l'un des moments les plus cultes de Ghostbusters. Dans la scène où Tully organise une soirée et tente d'impressionner ses invités Moranis, ne suivit absolument pas le script. Au lieu de lire les répliques prévues, il improvisa entièrement un long monologue, débitant sans reprendre souffle des détails parfaitement précis sur les revenus, les impôts, les assurances santé de chacun des invités présents. La scène devint un véritable festival comique et toute l'équipe dut se retenir de rire pour ne pas ruiner la prise. Ce fut un instant de pure improvisation où le talent de Moranis éclata au grand jour, transformant Louis Tully en un personnage inoubliable. Et tandis que Louis devenait culte grâce à cette spontanéité géniale, un autre détail avait été subtilement semé tout au long du film pour préparer les spectateurs au choc final. 17. L'ombre de Stay Puft est disséminée partout dans le film du début à la fin. L'apparition du Stay Puft Marshmallow Man fut un choc hilarant et spectaculaire pour le public. Pourtant, l'équipe du film avait soigneusement préparé cette révélation. Dans la cuisine de Dana Barrett, on aperçoit clairement un paquet de marshmallows Stay Puft posé dans un coin. Plus tard, lorsque les Ghostbusters discutent ensemble, un panneau publicitaire, Stay Puft apparaît en arrière-plan dans une rue de New York. Ces petites touches, glissées discrètement, s'installent peu à peu dans l'inconscient des spectateurs. Ainsi, lorsque Ray choisit accidentellement la forme du destructeur Stay Puft, surgit à la fois comme une surprise totale et comme une évidence troublante. C'est l'art du storytelling, planter une graine dès le début, puis la laisser éclore dans un moment d'explosion narrative. Et pendant que ces indices étaient placés subtilement à l'écran, un lieu bien réel au cœur de New York devenait malgré lui un sanctuaire pour les fans. 18. La caserne Hook and Ladder 8 est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de Ghostbusters. Le QG des Ghostbusters dans le film n'était en réalité qu'un bâtiment banal. Hook and Ladder 8, une caserne de pompiers du quartier de Tribeca à New York. Mais dès la sortie de Ghostbusters, cet endroit se transforma en lieu de pèlerinage pour des millions de fans du monde entier. On vient s'y photographier, déposer des fleurs, des marshmallows ou des jouets, voire des pancartes rendant hommage aux Ghostbusters fictifs. Après les attentats du 11 septembre, les pompiers de Hook and Ladder 8 devinrent de véritables héros. À partir de là, le logo Ghostbusters, suspendu à l'entrée, n'évoquait plus seulement le film, mais aussi l'esprit de résilience de New York. D'un simple décor de cinéma, Hook and Ladder 8 est devenu un morceau de mémoire collective. Pourtant, alors que le public célébrait Ghostbusters, les critiques, eux, n'avaient pas été tendres au départ. 19. Les critiques avaient initialement raillé Ghostbusters comme un dessin animé bruyant et sans âme. Lors de sa sortie, Ghostbusters ne fut pas accueilli avec enthousiasme par les critiques. Beaucoup le qualifièrent de « cartoon bruyant ».
d'une comédie tapageuse, saturée d'effets spéciaux et dépourvue de profondeur, une mode passagère vouée à disparaître. Ces remarques glaciales envahirent la presse au point d'inquiéter Columbia, qui craignait le pire pour le box-office. Mais la réaction du public fut radicalement opposée. Les spectateurs se pressaient en files interminables, revenaient plusieurs fois, et transformèrent Ghostbusters en le plus grand succès de 1984, surpassant même Indiana Jones. Le phénomène obligea les critiques à revoir leur jugement et à reconnaître que le film avait touché une corde sensible bien au-delà des attentes. Et derrière tout cet amour comme cette hostilité, subsistait encore une présence fantomatique profondément personnelle pour Aykroyd. 20. Slimer est en réalité l'incarnation éternelle de John Belushi après sa mort soudaine. Dan Aykroyd ne l'a jamais caché. Slimer est le fantôme de Belushi. Lorsque John Belushi, son partenaire inséparable, l'âme des Blues Brothers, mourut brutalement en 1982, Aykroyd fut anéanti. Il décida alors de faire vivre son ami d'une autre manière. Slimer fut donc conçu comme l'écho spirituel de Belushi glouton, chaotique imprévisible mais irrésistiblement attachant. Dans chaque apparition de Slimer, on retrouve l'énergie folle et la chaleur que Belushi dégageait. Il n'a pas eu le temps de porter le costume des Ghostbusters, mais il est devenu un Ghostbuster éternel à sa manière, sous la forme d'un fantôme vert dégoulinant, toujours présent, comme un clin d'œil tendre à un ami disparu trop tôt. Ghostbuster mérite pleinement son statut de chef-d'œuvre, une fusion parfaite entre comédie et horreur, une expérience unique devenue symbole culturel. Ses personnages, sa musique, ses effets spéciaux et son humour n'ont jamais cessé de vivre dans l'imaginaire collectif. Plus de 40 ans ont passé et sa puissance reste intacte, confirmant son statut de légende immortelle. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires de coulisses riches en rebondissements.